Euh, Bonjour pour ce Paris Air Forum 2021. Nous arrivons au bout de notre journée avec un débat qui est passionnant. C'est la relation entre la sortie de crise et l'innovation. Ce paramètre très important, c'est que pour sortir de la crise, cette crise planétaire qui était une crise économique, une crise sanitaire, une crise environnementale, l'aéronautique ne se contente pas de se dire voilà comment on remet en marche la machine, mais comment on invente le futur. Il y a une injonction très très forte. Alors là-dessus, j'ai le plaisir d'avoir Mauro Sponza, qui est le président de Michelin Aircraft Tire, les pneumatiques, et Jean-Michel Hillion, qui est directeur de la stratégie Safran. Alors, on a un point, vous avez vu tout au long de la journée des images de cette galerie de l'évolution, cette galerie de l'innovation de la troisième dimension. Donc on l'a vu derrière un moteur, le Morane-Saulnier G de la traversée de la Méditerranée, la première fois qu'un aéronef relie deux continents. Donc c'était dans notre histoire de civilisation, c'était quelque chose qui a ouvert la porte à du possible, avant qui était inenvisageable. Et quand on voit que le premier saut de puce fait par un Brésilien français, Santos Dumont à Bagatelle, c'était 5 ans avant, on voit la capacité d'innovation et de prise en compte des demandes de la société par la filière aéronautique, alors que rien n'entre. Donc ici, j'ai Michelin, il y a des témoins de l'innovation de Michelin. Michelin a contribué à l'invention d'un avion révolutionnaire qui s'appelait le Breguet Michelin 14, qui est ici, d'une part, qui a apporté une révolution dans l'aviation stratégique. C'était un bombardier qui a donné la supériorité aérienne à la fin de la guerre de 14 aux Alliés. Donc bien sûr, il y avait les pneumatiques, mais toute la vision stratégique de l'aviation avait été développée par les frères Michelin. Ça, c'est quelque chose que peu de gens savent, mais aujourd'hui qui est fondamental. C'est-à-dire que Michelin, c'était une innovation connectée. Et puis, on a toute une galerie de moteurs. Alors ça, c'est Safran, l'Egnon Héron, Hispano-Suiza, donc c'est la fameuse cigogne de Guinmer, Elbas, qui est un objet magnifique. Et il n'y a pas un aéronef ici qui n'était pas à la pointe de l'innovation. Et cette pointe de l'innovation, elle est portée par les deux acteurs que j'ai sur cette table. Alors je vais me tourner vers Jean-Michel Hillion et dire sortie de crise et innovation. Voilà. Ouais, comme tu l'as dit, je crois que la première chose, c'est de remettre la machine en marche, ou en tout cas de restaurer le transport aérien à un niveau qu'on a connu avant. Pour des raisons évidemment économiques, c'est une grande industrie, mais aussi parce que le transport aérien, c'est ce qui relie les peuples, et il y a un rôle pour ce faire qui est important. Mais au-delà de cet aspect, et donc remettre la machine en marche, ça veut dire quoi? Ça veut dire accompagner nos clients et certainement développer et être innovant sur comment donner plus de flexibilité, comment donner de la rapidité et comment savoir s'adapter à un monde qui bouge sans arrêt et pour lequel il va falloir savoir adopter des solutions différentes mais rapides. Alors après ça, si on regarde un peu plus loin, tout le monde se pose la question de c'est quoi le monde d'après? Et pour moi, le monde d'après, il y a deux choses que le Covid aura changé. Il y a une première chose qui est les enjeux du climat et de l'environnement, où il y a eu une accélération extraordinaire que ça a apporté. Et je vais y revenir. Et puis l'autre point, c'est certainement des changements dans nos modes de vie, et notamment dans la relation au travail, l'endroit de travail, le télétravail, etc., mais également les transports. Et sur les transports, on a un bel exemple devant nous de ce qu'on appelle les urban mobility, où certainement les comportements ont changé. Il va y avoir un appétit pour avoir là aussi de la souplesse, de la capacité de se transporter, mais en respectant l'environnement. Et donc tout ce qui est urban mobility, transport à zéro émission,
solutions électriques, toutes ces innovations vont être un changement. Mais je voudrais revenir au plus important, parce que finalement, c'est quand même le climat et l'environnement. Comme je disais, il y a un changement majeur et on a des défis majeurs devant nous. L'industrie aéronautique a déjà fait énormément de progrès sur la consommation, sur l'efficacité. On doit aller encore plus vite. Et ça, c'est, je dirais, finalement, ce que je retiendrai de cette crise, c'est qu'on est en train de passer, nous sommes passés dans un nouveau monde et il va falloir développer tout un tas de solutions. Pour ce qui nous concerne, nous, Safran, on a différents axes. Il y a évidemment réduire la consommation de nos moteurs. Nous pensons qu'on peut gagner 30% sur les prochaines générations, tout confondu. Mais également utiliser les carburants durables, parce qu'il va falloir aller vite. Il ne faut pas simplement être ambitieux, mais il faut également aller vite si on veut respecter les accords de Paris et les réductions et l'annulation des émissions aux alentours de 2050. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Et puis le troisième volet, c'est justement, comme je disais, utiliser des solutions électriques, des carburants encore plus nouveaux, comme l'hydrogène, à condition évidemment qu'ils soient green quand ils sont fabriqués. Mauro Spanza, cette sortie de crise et l'innovation, comment Michelin s'en empare? Eh bien, je reprends le mot de Jean-Michel pour dire que déjà, on peut dire que les périodes de crise, et l'histoire Michelin le montre bien, sont bien propices à l'innovation. Donc aujourd'hui, dans cette période, Michelin, comme d'ailleurs tous les participants aujourd'hui, s'est bien engagé dans l'innovation. Mais pour éviter une innovation qui n'a pas de futur, il faut partir, comme Jean-Michel a dit, du client, du besoin du client, des difficultés que nos clients sont en train de vivre en ce moment. Un exemple très, très simple, ça fait en pleine période de crise, il y a quelques semaines, on a eu plus de 100 techniciens de la plus grande ligne aérienne d'Inde qui ont participé à une formation Michelin. Et tout ça parce qu'évidemment, il y avait un vrai besoin, à laquelle on a su apporter une solution. Et pour ce qui concerne donc l'innovation qu'on va déployer dans les prochains futurs, eh bien, je suis bien d'accord avec Jean-Michel. D'ailleurs, nos équipes travaillent ensemble sur plusieurs projets, notamment sur le projet Pressence qui est en train presque d'arriver sur le marché. C'est une innovation qui doit permettre une mobilité aérienne décarbonée. Et donc, le groupe Michelin est engagé à relever ce challenge, à contribuer à gagner ce challenge. Tout d'abord, au travers, évidemment, de notre produit qui relève le challenge de la légèreté. Et donc, nous travaillons sur des produits qui sont de plus en plus légers et qui permettent évidemment de gagner de plus en plus de poids pendant le transport. Mais pas seulement, mais aussi au travers de services qui sont associés autour des pneus. Et je dirais toute une série d'innovations qui vient au travers de nouveaux matériaux, notre nouvelle division de haute technologie qui est en train de sortir des solutions, comme par exemple a cité ce matin Florent Menegaux, l'impression 3D. Concrètement, parce que j'ai cité tout à l'heure le breguet Michelin 14, donc aviation stratégique, donc ça c'est une pensée qui a été développée par Michelin. Également, c'était l'avion avec laquelle l'aventure de l'aéropostale s'est construite, c'est-à-dire que les premières grandes liaisons aériennes autour du courrier racontées par Saint-Exupéry, où on trouve Mermoz, Guillaumet, Rennes, tout ça, c'est fait à partir de cet avion. Donc Michelin était dans le coup. Michelin a été président de l'Aéroclub de France, donc le cœur vibrant de cet écosystème de l'innovation. Mais concrètement, est-ce que tu as des choses à nous montrer? Parce que je suis persuadé que la plupart des gens ont du mal à imaginer le rôle important du pneumatique dans notre affaire. Oui, l'a bien dit notre CEO ce matin, Florent, il a bien dit que parfois on oublie qu'il faut atterrir sur un pneu. Donc on a la tendance à dire se rendre c'est noir, c'est facile. Ben non, c'est pas du tout.
En effet, oui, j'ai amené avec moi un petit exemplaire. Là, je vais vous faire cadeau. C'est un exemple d'évolution technologique. Aujourd'hui, les trangles de pneus sont faits en acier, un produit qui a évidemment une résistance, je dirais, qui répond aux besoins d'un pneu, surtout d'un pneu avion. Et aujourd'hui, une partie, un exemple de notre dimension de recherche et d'innovation pour remplacer dans les prochaines évolutions de notre produit une grande partie de l'acier qu'on trouve dans les pneus avions à travers d'une composée de résine et fibre de verre qui est évidemment beaucoup plus légère, mais qui présente les mêmes caractéristiques de sécurité et de solidité de produit qui va remplacer. Alors, Safran donc, travaille sur cette nouvelle génération décarbonée, mais on voit qu'il y a un bashing anti-aviation. On dit mais c'est très bien, ils se réveillent parce qu'on leur secoue. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette projection dans le temps depuis quand Safran travaille sur ces projets d'aviation décarbonée? Alors, déjà, je pense que Safran, ça fait partie de notre ADN, l'innovation. Je sais que c'est un peu bateau de dire ça, mais ça a toujours été quand même notre moteur, sans jeu de mots. Juste une petite précision quand même. Si on regarde la performance des avions et des moteurs, on a fait quelques analyses historiques aussi. Depuis 50 ans, on a divisé par 5 la consommation des avions et des moteurs par passager. Divisé par 5. C'est comme si une voiture qui, dans les années 70, qui consommait 10 litres au 100, aujourd'hui, elle consomme 2 litres au 100. Rien que ça montre que, évidemment, c'est de la consommation en moins, mais c'est des émissions en moins. C'était déjà un facteur. Après, il y a eu bien sûr des améliorations qui ont été faites sur la qualité de la combustion dans nos moteurs pour non seulement émettre moins de CO2, mais également tout un tas de polluants, de suie. Et je vous invite à regarder nos moteurs volés, qu'ils soient même d'ailleurs militaires ou civils. Vous pourrez voir qu'ils fument très peu. Regardez dans les films, les avions dans les années même 80 faisaient des belles traînées de suie et de fumée. C'est un autre facteur. Et puis après, quand on regarde l'avenir, on pense qu'on peut continuer et on a des projets. On a fait une annonce il y a une semaine du projet RISE avec General Electric où on va développer un moteur très innovant. Il va falloir le faire en partenariat avec les avionneurs parce qu'on a besoin, il faut que l'avion et le moteur aillent ensemble. Et on pense que avion et moteur peuvent gagner 30% de performance, notamment par des nouvelles solutions, nouvelles architectures, par l'apport de l'électrique et de l'hybride, et aussi par les nouveaux matériaux. Dans l'aéronautique, il y a une constante. On doit se battre contre la gravité, contre l'attraction terrestre, et donc il faut faire plus léger. Je crois qu'il me semble voir Bertrand Piccard, je me souviens de son avion pour l'avoir visité, chaque gramme était important, c'est encore plus important que dans le spatial, j'avais été impressionné par ça. Pour nous, c'est une vie de tous les jours. Tous les jours, on développe des nouveaux matériaux avec des qualités extraordinaires. Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le groupe Safran, je suis encore bluffé de voir des produits comme ça. Donc ça va être un élément et qu'on va savoir appliquer dans nos moteurs, bien sûr, mais aussi dans tout l'avion. Même dans les sièges d'avion sont des produits très technologiques et sur lesquels la masse représente, sur la masse totale d'un avion de transport de passagers, ça représente une part loin d'être négligeable. Si on gagne en masse, on va gagner en consommation et en émissions. Et puis après, évidemment, ça ne suffit pas, parce qu'un avion qui consomme 0, on pense qu'on n'y arrivera pas. J'aime pas dire ça, mais là, bon. Et par contre, il y a d'autres solutions, et notamment les carburants durables ou d'autres alternatives de carburant qui permettront, comme je le disais tout à l'heure, de réduire nos émissions absolues et de se retrouver à l'horizon de 2050 à être carbone neutre, comme on le dit, et de pouvoir satisfaire à l'énorme enjeu qui est devant nous. Et là, ce n'est pas un problème de Safran, ce n'est pas un problème d'industrie aéronautique, c'est un problème de civilisation.
Et il est important que l'on avance. Et donc, on avance en tant qu'industrie de l'aéronautique, mais également avec toutes les industries qui travaillent avec nous, avec qui on devra travailler, comme les pétroliers, les industries chimiques, la distribution. L'enjeu est majeur, mais il est à la hauteur. Enfin, nos efforts sont à la hauteur de cet enjeu aujourd'hui. Merci Jean-Michel. Maro, Jean-Michel vient de parler de sujets de civilisation. Est-ce que les règles de compétition pure, qui étaient celles qui prévalaient, des problèmes de solidarité, des problèmes de façon de collaborer entre entreprises, est-ce que ça a quelque chose qui a changé et que Michelin prend en compte? Oui, chez Michelin, on est absolument convaincu que travailler dans la compétition comme on faisait il y a 10 ans, il y a même 5 ans, peut-être même avant le Covid, ne va pas porter loin et surtout ne va pas porter la solution, la meilleure solution au challenge énorme qu'on se trouve devant. Et donc pas seulement c'est bienvenu les collaborations comme nous avons aujourd'hui avec Safran, mais je dirais le fait d'aller au-delà de la compétition, donc ouvrir la porte à la coopétition, donc une coopération aussi entre compétiteurs pour arriver demain sur certains sujets à la solidarité. Alors peut-être c'est après-demain, mais de toute façon la portée du challenge est tellement élevée qu'on n'y arrivera pas si on joue chacun dans son coin. Merci, merci Maro Sponza, merci Jean-Michel Lillon. Donc comment l'innovation s'accouple avec la sortie de crise, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le débat qui suit et qui est sur les vocations, où on va retrouver Bertrand Piccard, comme Jean-Michel l'a dit, Denis Mercier, Élodie Bruno, Olivier Lèbre et Laura André Boyer. Voilà, et ça va être la conclusion de cette journée. Merci, messieurs. Merci. Merci, merci.